Euh, Bien sûr, nous sommes en cours de semaine de la francophonie et notre association ne pouvait pas rester, n'est-ce pas, hors de cette semaine et nous devions participer par une activité et bien entendu, cette activité, c'est la conférence de Madame Cynthia Edfadel, bien sûr, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, mais surtout, une amie de très longue date de la LEF. Et elle a toujours encouragé nos activités, elle a toujours été présente pour nous. Et j'en profite, je profite de cette occasion pour vous remercier encore. Au nom de la LEF, je vous remercie pour ce soutien, pour votre disponibilité à chaque fois que nous faisons appel à vous. Madame Edfadel, je voudrais quand même parler un peu de vous, mais très rapidement avant de vous donner la parole. Je laisse tout le reste à côté. Les remerciements viendront à la fin. Alors, bien sûr, vous avez deux cordes à votre arc, chère Cynthia. Vous êtes détentrice de doctorat en sciences de l'information et de la communication, option ingénierie de l'enseignement, apprentissage des langues étrangères de l'Université de Lille et d'un doctorat en droit international public de l'Université René Descartes Paris 5. Vous avez exercé aussi dans plusieurs continents, le Canada, les États-Unis, France, Moyen-Orient, donc très active depuis le début. Et vous avez aussi publié plusieurs livres, mais bon, j'en ai retenu 3. On ne peut pas faire la liste là. Bien sûr, vous avez publié avec Marc Audou et Philippe Lyria La classe inversée. Vous avez animé une formation sur ce sujet à la LEF. Vous avez aussi écrit un livre intitulé Numérique et interculturel, donc nous sommes en plein à l'heure actuelle justement sur ce sujet de l'interculturalité. Et avec votre mari, Fadi Fadel, vous avez écrit Les interculturalités, état des lieux et perspectives, théorie et pratique. Et franchement, là, 2 tomes, ça devait être un travail monumental. Évidemment, vous êtes bien sûr, présidente de la FIPF, et ça, c'est une lourde tâche à assumer, mais vous êtes aussi professeur de didactique et de FLE. Alors, le titre de votre intervention, je le retrouve. Oh là là, je ne l'ai pas retenu par cœur pour une fois. Voilà, bon, attendez, excusez-moi. La diversité culturelle, linguistique et de rythme de l'apprentissage, un atout pour la classe de FLE. Et avant de vous donner la parole, bien sûr, je remercie de nouveau mes collègues, les collègues de la LEF, évidemment, et qui se dévouent pour l'enseignement de cette langue, pour notre association qui croit, qui fleurit, et elle donne de très belles fleurs, il faut le dire. Et je remercie en particulier, bien sûr, M. Habib Zolkot, notre webmestre, et notre secrétaire général, Elham Slim Hotet, pour leur dévouement, leur engagement. Et je sais que le suivi de toutes les activités leur prend un temps énorme. Mais comme le dit, nous travaillons avec passion, n'est-ce pas, pour la promotion de cette langue, véhicule de valeurs humanistes. Et donc, je vous passe la parole. Chère Cynthia. Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci infiniment, très chère Sophie, très chère amie, chère présidente. Merci également à Elam, à la secrétaire générale, de me dire, voilà, de me rappeler ces rendez-vous incontournables. Je pense que j'ai pas mal de rendez-vous avec la LEF et ces rendez-vous deviennent incontournables. Et pour moi, voilà, il y a toujours une place pour la LEF, non seulement dans mon cœur, mais également dans mon temps, qui est très chargé, comme Sophie l'a dit.
Écoutez, je suis encore ravie. Merci à chacune et à chacun de ces rendez-vous, hein. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes visages. C'est des personnes voilà, qui sont passionnées par porter la langue française. Je vois également qu'on a des personnes qui se joignent à nous à partir du Koweït, hein. Donc, je salue Dr Karine Zanki qui est avec nous. Peut-être qu'on aura des personnes aussi qui viennent de la Jordanie, etc. Et je sais que Dr Karine Zanki, elle porte également les activités de l'ALEF et qu'elle diffuse dans la région. Donc, Karine, je te salue et je suis ravie de te voir aussi. Et je suis Bonjour, ravie de voir merci. chacune et chacun d'entre vous. Voilà, donc je prends quelques instants pour partager mon écran, pour vous parler aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter aussi un bon mois de la francophonie et notamment une bonne semaine de la francophonie dans ce pays qui nous est très cher, qui était et qui est toujours, je pense, le fief de la francophonie, le berceau de la francophonie au Moyen-Orient et qui, à travers lui, à travers les Libanais qui sont partis, ont porté, comme je le disais à Karine la semaine dernière, ont porté le Liban, ont porté le français dans la région du Proche-Orient et notamment du Golfe, qui à la base n'était pas francophone et que la francophonie, grâce à des Libanais, vraiment rayonne. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'université dans laquelle Karine exerce, la Gulf University, et qui est libanais et francophone par excellence. Donc, quoi vous dire, ces Libanais qui sont francophones par amour à la francophonie et qui font vraiment porter le pays et la francophonie dans le monde. Donc, bonne fête à chacune et à chacun. Voilà, je prends quelques instants, si vous me permettez, de partager l'écran. Et voilà, donc pour vous parler aujourd'hui, je pense que vous voyez mon écran. Voilà. Pour vous parler aujourd'hui de ce terme de diversité, de singularité au pluriel. Donc, cette diversité aujourd'hui, on va voir, moi je vais la voir sous un triptyque qui est une diversité culturelle, aujourd'hui une diversité linguistique, une diversité de rythme d'apprentissage, et je la vois comme, au moment où plusieurs la voient comme un handicap dans la salle de classe, parce que pour les uns, ça peut retarder le cours, pour les autres, voilà, ils n'ont pas le niveau requis, etc., etc. Aujourd'hui, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, que c'est une richesse et qu'aujourd'hui, cette diversité est la norme et non plus l'exception. Donc, voilà, je vous laisse regarder un tout petit peu cette enfin cette représentation, si vous voulez, de la diversité, de l'hétérogénéité et de la différenciation. Je l'ai pris donc voilà, vous avez la ressource en bas. Voyez comment on se parle quand on est à l'université entre nous, qu'on est entre collègues ou entre apprenants. Eh ben, on pense à la diversité d'abord sous forme de handicap. Hein, donc, tu n'es pas handicapé, tu n'es pas dyslexique. On pense malheureusement également à la dyslexie comme une forme de diversité. À des migrants qui viennent dans un autre pays, donc tu n'es pas réfugié, tu n'es pas à haut potentiel, donc c'est, voilà, vous voyez quand on parle des IQ, des quotients intellectuels, etc. Ah, tu es seulement étranger, donc tu n'es pas si différent que ça. Donc voilà, c'est juste pour porter un peu le thème de la différence sous d'autres angles. Alors, aujourd'hui, justement, on pense à... Voilà, donc, merci, cher Habib, de couper tous les micros, comme ça on est tranquille. Et donc, je vais voir cette introduction sous plusieurs angles. Déjà, pour vous dire d'abord que, justement, en parlant de la diversité, on s'intéresse aujourd'hui à une réalité. Hein. On ne peut plus nier cette réalité. C'est un mythe de dire je voudrais une classe homogène. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Au contraire, nos classes sont hétérogènes. Et comment voir dans cette hétérogénéité
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît? Shaza, vous pouvez couper votre micro? Voilà. Donc, je disais comment aujourd'hui on voit dans l'hétérogénéité un signe justement de richesse et que l'intégration de la diversité des apprenants et des apprenantes fait partie de la réalité de la salle de classe. J'entends toujours beaucoup de bruit. Je vous prie, s'il vous plaît, de couper les micros. Je ne sais pas si vous m'entendez et ça serait plus fluide pour tout le monde. Alors, ce que j'aimerais peut-être vous mettre un tout petit peu d'une façon active à dire, pardon, dans le clavardage, quand vous pensez, vous, à la diversité, vous vient en... Eh bien, je vais essayer de couper moi-même les micros. Rabib, est-ce qu'on peut couper les micros? Il y a beaucoup de micros qui sont ouverts et malheureusement, ça va un peu me perturber. Shaza, je ne sais pas qui c'est. Shaza, Suzanne, aussi, elle a le micro ouvert. Voilà. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, dans le clavardage, mentionner justement qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de diversité? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Une diversité de quoi? Comment vous voyez cette diversité? Quels sont justement les mots, les représentations que vous avez, que vous mettez derrière diversité, hétérogénéité, etc. en classe? Donc, voilà, j'ouvre le clavardage pour recevoir vos mots. Oui, on parle de diversité d'origine, donc une diversité justement selon les nationalités, je présume. Maha, est-ce que tu veux prendre la parole pour parler de la diversité d'appartenance que tu entends derrière? Bonjour. Oui, j'aimerais bien dire que quand on dit diversité d'appartenance, parce que chacun appartient à un certain milieu social aussi. Donc, il ne suffit pas d'être dans un certain pays, parce que dans les pays aussi, il y a des sociétés différentes. C'est très diversifié. Chaque maison est enfin une appartenance pour moi. D'accord, ok, super, merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Parce qu'il y en a qui me demandent de partager l'écran. Personnellement, je ne vois pas votre écran. Comment on ne le voit plus. On le voit plus. Je vois votre desktop. Oui, voilà. Oui, mais... Voilà. Et maintenant, vous le voyez ou pas? Pas encore. On le voyait tout à l'heure, mais on ne le voit plus. Ça, c'est le desktop, Cynthia. Oui, d'accord. Bon, exprès, j'ai caché le PowerPoint exprès pour vous écouter. Donc, quelques instants, je diffuse que la discussion, en fait, hein, donc le fil de discussion. Voilà, d'accord. Merci pour la clarification. OK. Donc, diversité de rythme, de style d'apprentissage. Merci, Sophie. Merci de ramener les rythmes des apprenants parce qu'ils ne vont pas, ils ne sont pas tous pareils. Les styles d'apprentissage, ils n'apprennent pas tous de la même façon. On parlait d'identité, de diversité culturelle, religieuse, etc. Donc, on va essayer de classer tout ça. Donc, je vais de nouveau revenir à ma diapositive et vous montrer voilà, plusieurs diversités qu'on voit en salle de classe. Vous avez parlé de diversité du public, donc versus singularité. Peut-être qu'on peut mettre les singularités au pluriel parce que chacun d'entre nous est singulier. On a parlé de diversité linguistique, ne pas parler de la même langue, venir avec un bagage linguistique différent et par conséquent un bagage culturel également différent. Une diversité sociale, on n'appartient pas tous à la même catégorie sociale, économique, donc également c'est une forme de diversité.
les styles et les modes et les rythmes d'apprentissage, Sophie l'a mentionné, une diversité dans les niveaux de connaissances également. Donc, est-ce qu'on a tous les mêmes compétences devant une problématique quelconque, une diversité par rapport au contenu, on n'a pas tous le même rapport au contenu, au sujet, et également une diversité sur l'appétence, sur le sujet. Est-ce qu'on est tous motivés pour aller sur ce sujet? Quel est le degré de cette motivation, le degré de sensibilité à un sujet particulier? Donc, toujours dans cette introduction, on revient à ce que, comme je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, que la société est hétérogène par nature. Il est donc normal que notre classe, qui représente une mini-société, soit également hétérogène. Et donc, l'homogénéité, ça serait l'exception. Il ne faut pas attendre à ce que la classe soit homogène. Au contraire, donc, cette hétérogénéité a toute sa place dans la salle de classe. Toutefois, comment accueillir cette diversité, cette différence, et donc d'où l'importance peut-être d'intégrer ce volet dans la formation des enseignants et des formateurs. Voilà, donc ça nous amène à dire que justement, c'est un changement de paradigme parce que la différenciation et l'hétérogénéité sont des richesses. Vous voyez, il y a des fois où on va dire « Ah, mais c'est horrible, dans ma classe, j'ai une majorité d'apprenants qui viennent d'une autre nationalité, ça tire la classe vers le bas, etc., etc. » Donc peut-être au contraire dire comment à travers cette différence, je peux amener une richesse dans la salle de classe. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Et aussi, en fait, dans ces questions qu'on se pose aujourd'hui en tant qu'enseignant face à la diversité, face à la différenciation, c'est justement au lieu d'aller vers une dualité, si vous voulez, des enseignements et apprentissages, parler davantage de singularité des apprenants et donc chacun est unique et par conséquent peut apporter sa différence et sa richesse en salle de classe et également proposer un enseignement qui soit un enseignement plus global, plus holistique, qui puisse prendre en considération donc ces richesses et par conséquent quand on dit richesse, on dit complexité des apprenants. Alors, ceci également, nous, enseignants, on se pose la question, mais ok, très bien, tout ça c'est beau, mais quelles sont les démarches qu'on peut mettre en salle de FLE? Comment on peut inclure la différenciation de telle façon à ce qu'elle ne soit pas un handicap, mais au contraire, qu'elle puisse apporter quelquefois des solutions à d'autres, mais également une interaction, tout carrément une différenciation et donc une richesse. Et aussi, nous, enseignants, on va dire, bah, très bien, mais quels sont les outils que vous pouvez mettre à notre disposition pour que cette différenciation soit efficace? Et justement, on se dit, mais une troisième question, est-ce qu'aujourd'hui, nos enseignants sont suffisamment outillés, sont suffisamment formés à la gestion de cette différence pour éventuellement l'amener en salle de classe, mais également donc être en cohérence par rapport aux besoins des apprenants. Et je disais, peut-être revenir un peu en arrière, voilà. Et je disais, moi j'aimerais peut-être vous entendre, déjà vous, cette différenciation, donc je vais arrêter un peu le partage pour vous écouter, puis je partagerai après. Vous, est-ce qu'il y a des pistes que vous amenez en salle de classe pour davantage mettre en valeur la différenciation? Et quelles seraient ces pistes, quels seraient ces éléments que vous amenez? Comment voyez-vous, vous, la différenciation dans votre salle de FLE? Si vous avez des témoignages, des questionnements, des problèmes, n'hésitez pas. Voilà, des choses qui vous portent, qui sont lourdes, n'hésitez pas à les amener. Je suis heureuse de vous écouter par rapport à ça. Bah, par exemple, Joséphine, tu disais les méthodes et les méthodologies doivent changer car les êtres humains sont en perpétuel changement. C'est génial. Comment vous apportez ce changement? Si vous avez des témoignages, n'ayez pas peur. Hein, tout est... Oui, Sophie. Oui, Sophie, je t'en prie, tu as la parole. Oui, bonjour. En tant qu'enseignante de FLE, je varie les méthodes, les dispositifs
aussi que je mets à disposition de mes apprenants, comme par exemple un document audiovisuel, un texte, une carte mentale, un travail de groupe, même en changeant les modalités de travail. Super, merci beaucoup Sophie, c'est génial. On va revenir à comment varier et tu as tout à fait raison, c'est une des pistes, donc d'amener la diversité pour que ça réponde à tout public en salle de classe. Super, je retiens ça. Lama aussi, tu as quelque chose à partager avec nous. Oui, bonjour, bonjour. Donc personnellement, je n'enseigne pas le FLE, mais donc je peux quand même partager avec vous certaines idées. Donc je crois que premièrement, il faut faire quelque chose de différent pour chaque élève dans la classe. Donc là, lorsqu'il y a une certaine hétérogénéité, il ne faut pas considérer que tous les élèves ont le même niveau. Et d'ailleurs, on peut voir que parfois dans les classes, il y a ces problèmes d'hyperactivité. Donc ces jours-ci, on les voit beaucoup parmi les élèves, les ADHD et tout ça. Et donc, il faut prendre en considération ces petites variations et donc faire des activités variées ou peut-être même des activités libres pour les élèves. Donc, pourquoi pas les laisser choisir eux-mêmes des activités où entre guillemets, les plus faibles pourraient se sentir plus forts dans telle ou telle activité. Voilà, donc c'est ça, donc diversifier les activités selon la capacité de chaque élève. Voilà, merci. Super. Merci à toi, Lama. Merci infiniment. Justement, donc, quand la classe est active, ces apprenants qui se sentent tout le temps turbulents, etc., s'ils sont impliqués dans l'activité, bah, justement, je pense qu'ils vous embêtent un peu moins, quoi. Merci beaucoup. Faten, tu as échangé avec nous. Tu veux le dire de ta voix? Ben oui, Lama vient de parler un petit peu des méthodes dans la classe et tout ce qu'elle a dit est tout à fait vrai. Mais moi, je voudrais parler aussi des méthodes de correspondance entre les classes. Quand on traite un sujet, et ça commence dès l'école jusqu'à l'université, on traite un sujet et on essaye de l'enrichir. On demande de faire la correspondance avec d'autres étudiants d'autres pays et pour donner plus de confiance à nos apprenants et pour qu'ils ne se moquent pas, parce qu'avant, on avait que le Liban est supérieur à d'autres pays et il y avait toujours moquerie et ironie. Alors, on leur explique que la société d'aujourd'hui, il n'y a pas un pays mieux que l'autre. Tous les pays doivent se retrouver ensemble et doivent travailler ensemble et doivent, si vous voulez, réfléchir ensemble pour des meilleurs projets. Donc, on lance un débat ou on lance un sujet et après, on essaie de voir les étudiants de divers pays, comment ils ont répondu et ça enrichit énormément la classe, si vous voulez. La classe et les individus qui sont en classe. Super, merci beaucoup Faten. Et Sophie aussi qui nous dit c'est un changement de posture et tu as tout à fait raison d'amener ça parce que si l'enseignant n'est pas disposé à ce changement, ça peut pas le faire en fait. Et Faten, tu as tout à fait raison également. Donc on revient à cette optique donc ethno-relativiste justement d'ouverture. Ben, écoutez, merci pour ces partages. Donc moi je vais revenir au partage. Et je vais voir ça sous forme donc d'outils, si vous voulez. Ah. Vous voyez mon écran ou pas? Oui. Oui, ok. Et donc, je disais que peut-être on peut penser des éléments de réponse à cette différenciation qu'on pourrait trouver dans le triptyque suivant. Donc, tout à l'heure, la présidente de l'ALEP a parlé de la classe inversée et qui pourrait être, on va voir tout à l'heure, donc si elle peut apporter une réponse à la différenciation, à l'hétérogénéité,
Je vais parler aussi de deuxième élément du triptyque de la conception universelle de l'apprentissage, et je vais parler également de la différenciation pédagogique, mais ce sont des éléments dans la discussion que vous avez ramenés, que je vais mettre sous forme donc de chapeau. Alors tout d'abord, peut-être par rapport à la classe inversée, encore une fois, je ne vais pas faire une formation sur la classe inversée, je vais dire en quelques mots ce que c'est que la classe inversée par rapport à la différenciation. Et par conséquent, donc cette classe inversée, elle peut inverser l'échec. Ça veut dire la force de la classe inversée, quand elle est bien menée, encore une fois, et que ce n'est pas magique, ça prend du temps d'être mise en place. Elle a ses règles également. Mais la force de la classe inversée, c'est qu'elle inverse l'échec parce que c'est un élément pour les enfants, pour les apprenants qui, entre guillemets, ne sont pas les meilleurs de la classe. Et par conséquent, on peut inverser l'échec à travers la classe inversée parce que pour les apprenants, la classe inversée peut les aider justement à aller à leur propre rythme et à individualiser leur parcours. Ça veut dire que carrément, voilà, la capsule vidéo, si on la met en ligne ou si on la leur donne sur un CD, pardon, si on leur donne un document à lire en amont, bah, chacun va à son rythme. Bien sûr, il faut que ça soit bien accompagné. Il ne faut pas qu'on leur donne 15 pages à lire parce que personne ne va lire. Il faut leur donner peut-être des choses qui soient intéressantes et qui soient courtes pour qu'elles soient faites avant de venir en salle de classe. Mais en tout cas, c'est un élément où les apprenants peuvent aller à leur propre rythme. Et croyez-moi que la classe inversée n'est pas que à l'université qu'elle se pratique, c'est notamment dans le scolaire et même à partir, je pense que je l'ai dit une fois quand on a travaillé sur la classe inversée, dans notre livre, on parle de techniques à partir de la maternelle. Hein, qu'on met sur un CD, qu'on donne aux parents pour apprendre les couleurs, pour apprendre les parties du corps, pour apprendre des chansons, etc. etc. Donc, bref, la classe inversée, c'est de la maternelle jusqu'à senior, en fait. Et ça aide à individualiser les parcours, justement parce que chacun est acteur de son apprentissage. On leur explique à quoi ça sert, on les accompagne au départ parce qu'au début, quand ils ne sont pas habitués, ils ne vont rien faire, ça c'est évident. Hein, mais en tout cas, ils ont le matériel mis à leur disposition et chacun l'aborde avec ses parents, si on est en primaire, seul ou avec les collègues, etc., etc. Mais également, pour les enseignants, ça change la posture puisque ce n'est plus cet enseignant qui va venir être un sage sur l'estrade, mais au contraire, ça va être carrément un facilitateur. Autrement dit, c'est lui qui va gérer les groupes, qui va aller voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, est-ce qu'ils sont sur les rails, comment on peut améliorer, etc., etc. Donc, une des pistes de l'hétérogénéité et de la diversité, c'est d'aider chacun à aller à son rythme. Et la classe inversée est un des éléments. Ce n'est pas la panacée, encore une fois. C'est pas parce que j'écris un livre sur la classe inversée que, voilà, que je dis que c'est la solution. C'est une des solutions. Et ça marchera si elle est vraiment bien menée et dans la pérennité. Et non pas, voilà, je fais une classe de classe inversée, ça ne marche pas, je laisse tomber, ou j'en fais une occasionnellement. Ça ne marche pas comme ça. Un autre élément aussi, c'est les intelligences multiples. Hein, donc, est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur les intelligences multiples? Est-ce qu'il comprend par intelligence multiple? Voilà, je vais arrêter un peu le partage pour vous écouter. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'aventurer sur qu'est-ce qu'elles entendent par intelligence multiple? Il y a les, Oui, il y a les intelligences humaines et qui sont très différenciées, différentes. Et il y a aussi les intelligences, comment dirais-je, techniques ou bien artificielle. artificielles, c'est ça, artificielles, oui. Par D'accord. exemple, quand j'entends intelligence multiple, je pense aussi aux intelligences artificielles. D'accord, super. Merci, Charella. Merci. Ah, Nora, Oui, bonsoir. bonsoir. Lorsque j'entends les intelligences multiples, je pense aux intelligences artificielles et au fameux ChatGPT maintenant, le grand, si vous voulez, défi. Et aux intelligences multiples des élèves en classe.
les différents niveaux d'intelligence, les élèves en difficulté et les élèves hyper intelligents, c'est-à-dire ensemble l'hétérogénéité et les intelligences artificielles. Donc, si on doit prendre en considération ces diverses intelligences, comment on peut gérer la classe et on peut présenter un contenu qui puisse être adapté ou bien qui puisse intégrer les différentes intelligences que nous avons dans une classe hétérogène et les intéresser surtout. Moi, par exemple, j'opte pour plusieurs supports, l'image, capsule vidéo, le débat intelligence. C'est ce que je vois, moi. Super, merci. Ah, Lama, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oui, donc lorsqu'on parle d'intelligence multiple, je pense tout de suite aux différentes capacités chez chaque personne, donc chez la même personne, mais aussi chez les autres donc individus en toute généralité. C'est-à-dire que chaque personne a une force bien précise qui va faire la différence, si vous voulez. Donc, il y a quelqu'un qui a une intelligence peut-être corporelle, il est fort en gymnastique, en sport, ou bien d'autres exemples. Il y a d'autres qui ont des capacités ou bien une intelligence logique. Par exemple, il sait très bien faire en mathématiques, en sciences, en tout ça. Il y a des personnes qui sont aptes de devenir, par exemple, des hommes de politique dans l'avenir, et peut-être que là, ils ont cette intelligence interpersonnelle, ils savent leurs capacités, ils savent faire donc des relations avec autrui. Donc, je vois qu'on peut classer l'intelligence comme ça. Donc, il y a plusieurs sortes d'intelligence et c'est le pouvoir chez chaque personne. Voilà. Absolument. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci, on va revenir à ça. OK, donc assurément, vous avez en partie, une grande partie, vous avez raison par rapport, quand on parle des intelligences multiples, on parle d'intelligence humaine et par conséquent, aujourd'hui, on est envahi par l'intelligence artificielle et peut-être la prochaine fois, je vous ferai une conférence ou enfin, on aura un rendez-vous sur ChatGPT et l'intelligence artificielle parce que je travaille sur un projet qui est passionnant aujourd'hui. Mais là, pour le moment, on signe de différents. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, quelquefois, peut aider, donc en tout cas dans la démarche, peut aider à la différenciation parce qu'elle va récupérer à partir de la réponse de l'apprenant, elle va déceler ses difficultés, va l'amener sur un parcours un peu plus individualisé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos que je veux tenir. Je vais aller plus sur quand je parle de l'intelligence artificielle, pardon, des intelligences multiples, je vais aller sur la théorie de Howard Gardner, exactement qu'on a, des fois on dit à l'apprenant, non mais t'es pas intelligent toi, tu n'as aucune intelligence ou voilà. Et l'intelligence, en fait, vous avez vu que c'est au pluriel. Parce que c'est un mythe de dire je suis intelligent ou je suis pas intelligent. Mais de quelle intelligence parle-t-on? Et comme vous voyez aujourd'hui, avec ce que vous avez, en tout cas dans cette version, vous avez 8 intelligences différentes, mais ce n'est pas une liste exhaustive également. Donc on va parler les uns et comment amener ces intelligences d'une façon singulière et humaine en salle de classe, mais également respecter cette diversité, par exemple, dans les projets. Quand on va voir qu'il y a des personnes qui sont axées sur, par exemple, je pense à l'intelligence musicale ou rythmique, c'est une intelligence qui n'est pas donnée à tout le monde. Comment je vais aller la chercher pour la valoriser en salle de classe avec, par exemple, des intelligences, par exemple, voilà, sur le monde, intelligence géographique, visuelle, spatiale, historique, etc. Ou avec des intelligences interpersonnelles, à savoir donc la collaboration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de travailler avec les autres parce que ce sont des personnes plus individualistes, mais qui ont vraiment, c'est une intelligence, mais également c'est une autre intelligence de travailler avec les autres, d'être capable de collaborer ensemble, etc., etc. Donc, je ne veux pas énumérer toutes les intelligences qui sont là. Certes, il y a une intelligence pour nous en salle de FLE qui est verbo-linguistique. Il n'y a pas que ça. Et c'est important de prendre cette intelligence verbo-linguistique, donc la capacité à penser, à s'exprimer, à mettre des mots sur des éléments qu'on voit, mais les conjuguer avec les autres forces de la salle de classe et d'arriver à déceler les singularités tout en les mettant au service donc de la collectivité. Également, donc voilà, à la fin en tout cas,
je peux vous envoyer vers recherche et application. Je pense qu'à l'association, vous les recevez. Mais voilà, je pense que l'article est mis en ligne. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler sur un article dans recherche et application qui s'appelle Hétérogénéité, différenciation et contextualisation en français langue étrangère et langue seconde. Donc, je vous envoie vers ce numéro 72 où vous voyez carrément un article en bonne et due forme sur ces intelligences multiples et comment les déployer en salle de fleurs. Voilà. Un autre, je vous ai parlé de triptyque, donc on a parlé de la classe inversée. En deuxième point, on a parlé des intelligences multiples qui peuvent être des pistes d'hétérogénéité et de différenciation, mais également donc la CEA. Alors, j'aimerais aussi voir est-ce que quelqu'un a entendu parler de la CEA, de la conception universelle de l'apprentissage, et qu'est-ce que vous savez de la CEA? Donc, je suis preneuse s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Alors, c'est un concept très récent. Donc, je peux vous dire, moi, quand je parle en France, il n'y a personne qui a entendu parler, ou presque dans mon environnement, de la CEA. C'est un concept tout récent qui est né quand j'étais à Montréal, en fait, dans le domaine de l'éducation. Alors, il existait avant dans le domaine de l'architecture, c'est ce qu'on va voir sous peu, mais ça ne m'étonne pas si, voilà, il n'y a pas de connaissances sur la conception universelle. C'est quelque chose qui nous vient du monde nord-américain et qui embarque dans le monde de l'éducation. OK, donc je vais vous amener vers la CEA si personne ne veut prendre la parole sur la CEA. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur la CEA ou pas? OK. Bon, alors je vais vous emmener dans mon monde de CEA. Alors, aussi, vous pouvez trouver un article entier en ligne sur la CEA, ce que c'est, mais comment la mettre en classe. Donc, il est en ligne et il est gratuit. Si vous allez sur la conception universelle de l'apprentissage, un pont dynamique entre différenciation pédagogique et évaluation humaniste. Donc, il a été, j'ai pas mis l'année, mais je pense que c'était en 2019, pardon, qu'il a été publié. Voilà, vous mettez journal openedition.org et vous pouvez trouver cet article. Alors, je vais vous embarquer dans une petite capsule vidéo de 3 minutes 40 secondes qui va nous parler de ce que c'est que la CEA, de son origine, de ses prémices, de ses principes. Après avoir visionné cette capsule vidéo, je vais vous demander ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a surpris, quelle est la partie qui vous ressemble et que peut-être c'est quelque chose également que vous mettez en salle de classe. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que la CEA? C'est ça que j'aimerais vous présenter. Mais s'il y a des choses qui vous étonnent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, je vais y aller en ligne directement et je vais mettre la capsule vidéo. Pardon. La conception universelle. Est-ce que vous voyez mon écran? Depuis la seconde moitié du... Pardon. Est-ce Oui. que vous voyez ma capsule? Oui, oui. Oui, OK. Oui, oui. On y va. La conception universelle de la... Ah. La conception universelle de l'apprentissage. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs changements sociaux, politiques, culturels ont traversé la société québécoise et interrogé les rôles dévolus à l'école et ses méthodes pédagogiques. Les classes sont aujourd'hui bien loin de ce qu'elles étaient dans les années 1950. Mais l'un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle consiste à trouver de nouveaux moyens pour assurer l'inclusion de tous les étudiants dans l'école. La conception universelle de l'apprentissage représente une voie novatrice pour penser cette ouverture, misant sur la planification inclusive de l'enseignement plutôt que sur le seul accommodement des besoins individuels. Elle reflète par le fait même le nouveau modèle social de production du handicap, en mettant l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement, plutôt que sur l'intégration de l'individu à la norme. Le focus se déplace donc du seul individu en situation de handicap vers les interactions entre ce dernier et son environnement. D'abord pensé dans le domaine de l'architecture, le design universel ou conception universelle a permis de concevoir des bâtiments d'emblée accessibles, dotés par exemple de rampes d'accès, de portes électriques et de pictogrammes, plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Ces mesures se sont révélées utiles, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais également pour d'autres, telles que les personnes munies d'une poussette, dans le cas des rampes d'accès. Dans l'univers éducatif,
La conception universelle de l'apprentissage encourage la création de modèles souples pour la création de buts, de méthodes, d'évaluation destinées à tous les étudiants, en diversifiant les options de représentation, d'action et d'expression et de participation. Ce canevas se fonde sur les récentes recherches en neurosciences qui ont révélé que la variabilité du cerveau humain, et donc de l'apprenant, représentait davantage la norme que l'exception. Le premier principe, ciblant les réseaux de reconnaissance du cerveau et donc le quoi de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens de représentation des savoirs afin de tenir compte des moyens pluriels qu'utilisent les étudiants pour recueillir et classer l'information. Dans cette perspective, on peut par exemple détailler la taille du texte, les images, le contenu visuel. C'est un principe, ciblant les réseaux stratégiques du cerveau et de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens d'action et d'expression aux étudiants, en les invitant notamment à s'exprimer dans de nombreux supports, tels que les textes, les discours, les films et l'art visuel. Le troisième principe, ciblant les réseaux affectifs du cerveau, et donc le pourquoi de l'apprentissage, cherche quant à lui à multiplier les moyens de participation, en permettant par exemple aux étudiants d'établir leurs propres objectifs et d'entreprendre une auto-réflexion à l'égard de leur propre parcours. En prenant en compte les multiples différences sur le plan de la représentation, et de l'expression et de la participation, l'enseignant est ainsi davantage en mesure de favoriser la réussite éducative de tous les étudiants, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Alors, je retourne vers vous pour... Où est-ce que vous êtes? Voilà. Je retourne vers vous pour voir qu'est-ce qui vous a parlé ou surpris dans cette capsule et qu'est-ce que vous retenez de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, la parole est à celui ou celle qui souhaite la prendre. Oui, Cynthia. Oui, Faten, je t'en prie. Alors, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un petit peu la pédagogie inclusive, le design universel, le modèle souple de l'apprentissage, le cerveau humain, il faut en tenir compte, les niveaux, et dernier point, c'était, voilà, la réussite éducative de tous les étudiants. Ok, merci. Donc, tu as vu qu'il y a un clin d'œil sur la formation que nous avons eue ensemble sur la neuropédagogie l'année dernière. Et Donc, oui, voyez, oui. il y a un cercle en fait. On a vu également, voilà, tu as parlé d'inclusion. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'hétérogénéité, de différenciation sans parler d'inclusion. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez apporter ou d'autres choses qui vous ont surpris, que ce soit sur le fond de ce que vous avez entendu, mais sur la forme aussi de la capsule vidéo? Ah, sur la forme, oui. Oui, Carole, tu as levé la main? Non? Ok, donc vous avez vu sur le plan de la forme. Oui, pardon, Lama, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc je ne sais pas si j'ai pas très bien compris, mais j'ai vu que c'est à peu près la même chose que le système d'inclusion, donc c'est à peu près les mêmes idées. Donc l'apprentissage n'est plus pareil chez tous les étudiants, mais c'est ajusté donc selon les capacités de chaque individu. Et donc je ne sais pas. Donc, je ne sais pas où est la différence avec le système inclusif où maintenant, dans toutes les écoles, il y a par exemple ceux qui ont certains handicaps, donc des troubles d'apprentissage ou bien n'importe quel autre handicap. Donc, je n'ai pas pu savoir la différence.
C'est une des pistes qui est l'inclusion, mais il n'y a pas que ça, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, une des pistes de la conception universelle de l'apprentissage, c'est l'inclusion. Mais comment tu l'amènes en salle de FLE, comment tu l'amènes dans ton cours, comment tu l'amènes par tes techniques, c'est ça qu'aborde la conception universelle de l'apprentissage. Donc, certes, un mot-clé de la conception universelle, on va voir la définition tout à l'heure, il y a l'inclusion, mais il n'y a pas que ça. Mais tu as raison, l'inclusion est un élément important. OK, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, ben sinon, après cette... Pardon? Alors, après cette intervention, en fait, ce qui en ressort, hein, si vous voulez, si on résume un peu la conception universelle, c'est qu'il n'y a pas un format pour tous, mais il y a des alternatives pour chaque individu. Donc, comment on va faire ça en salle de classe? On va le voir tout à l'heure. On ne va pas d'une façon continuelle dire « Ah oui, lui, il a des problèmes de prononciation, donc oui, lui, je vais lui faire ceci. » Non, c'est tout le contraire. En fait, on va apporter des solutions qui touchent cet apprenant qui a des problèmes, des difficultés de parole, mais qui vont toucher tous les autres aussi. Donc, on va voir tout à l'heure, les exemples, ça va être plus parlant. Et ce n'est pas un seul accès à tous, mais un accès à chaque individu. Et vous avez vu dans la capsule vidéo, donc quand on parle de la CUA, on a parlé de rampes d'accès. Hein, donc les rampes, vous voyez qu'on a au départ pensé pour les personnes sur une chaise roulante qui ont une mobilité réduite et par conséquent une dame qui a un chariot, qui a fait ses courses, peut l'utiliser. Donc qui à la base était conçu pour quelqu'un qui a des difficultés, mais quelqu'un d'autre également l'a utilisé. Ou moi, jeune maman, avec une poussette, au lieu de trimballer la poussette et porter tout ça sur les escaliers, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, ce qui a été conçu au départ pour une catégorie va servir à d'autres catégories. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'architecture. D'accord? Imaginez que vous avez 15 sacs dans les mains, donc comme moi, souvent j'arrive et vous voulez ouvrir la porte. Donc, il faut mettre tout par terre pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, les portes électriques, si vous voulez, sont à la base créées pour des personnes à handicap, mais voilà que d'autres personnes peuvent profiter également de ces portes électriques. Ou bien les pictogrammes, comme vous voyez ici, si vous êtes perdu, ben moi j'ai eu l'expérience en Chine à avoir personne avec qui j'étais en capacité de m'exprimer parce que même si en français ça ne se comprend pas, en anglais n'en parlons pas, donc heureusement qu'il y avait des pictogrammes. J'étais perdue avec une collègue professeure albanaise et c'était impossible de nous retrouver. Donc heureusement que les pictogrammes qui sont désignés quelquefois pour une catégorie peuvent aider une autre catégorie. Tout à l'heure, j'ai demandé à Faten, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur la forme de la capsule vidéo que vous avez vue? Et dans cette capsule vidéo, si vous avez remarqué, au départ, on commence à mettre des mots-clés parce que peut-être il y a des diversités de styles. Il y a des apprenants qui ne vont pas se concentrer sur la voix, qui vont se concentrer sur l'écrit. Donc, on va parler de styles sans stigmatiser, visuel, kinesthésique, auditif, etc. Mais également, une chose inclusive et de la CEA, c'est le sous-titrage de la capsule vidéo. Vous avez vu, la personne parlait, mais notamment dans une classe de FLE, quelquefois, les étudiants ne comprennent pas ce qui y est dit. Et par conséquent, l'écrit va être un deuxième canal pour aider les apprenants, donc, à mieux comprendre le message. Donc, c'est une des techniques de la CEA qu'à chaque fois qu'il y a une capsule vidéo, on puisse la sous-titrer pour, même dans la même langue en fait. Hein. Là, ce que vous avez vu, quelquefois, je fais passer auprès des formateurs des capsules vidéo québécoises. Et on va me dire « Ah, mais je n'ai pas très bien compris » parce que l'oreille n'est pas habituée. Donc, une façon inclusive serait, pratiquée par la CEA, serait d'amener le sous-titrage, d'amener les mots-clés qui vont réveiller la personne, qui vont davantage approfondir le message. Bref, donc ce monde de l'architecture, si vous voulez, est né dans les années 2000 à peu près, en fin de 99. Et il y a eu donc deux chercheurs, Simons et Kemenui, qui ont parlé de rampes. Rappelez-vous les rampes donc, pour la poussette.
mais ils ont dit pourquoi on ne parle pas de rampe cognitive? Comment on amène le monde de l'architecture dans la salle de cours, enfin voilà, dans la salle de FLE aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, Sophie Saloum nous disait il faut varier les méthodes, et absolument, c'est une des possibilités. C'est reconnaissance de la variabilité déjà des apprenants. Donc, avant d'amener des variations en salle de classe, nous comprendre que oui, on a plusieurs types de rythmes en salle de classe, de styles d'apprentissage, etc., etc. Et donc, reconnaître cette variabilité et par conséquent, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, amener la variabilité dans les méthodes. Et cette variabilité, ça peut être comment ils perçoivent l'information. Je vais vous donner des exemples dans la perception de l'information, mais par exemple, tout à l'heure, on a parlé de sous-titrage qui pourrait être un élément, mais on va parler d'autres éléments. Ou bien dans leur habilité de processus cognitif aussi. Elam nous parlait donc de l'intelligence artificielle, etc. Mais justement, tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en fait, hein, grosso modo. Et des situations, des contextes, donc variabilité d'apprenants qui ont des situations différentes, qui ont des contextes. Tout à l'heure aussi, je pense, Faten, tu parlais comment dirais-je, d'apprenants qui viennent d'une autre nationalité, ce flux migratoire, et il faut le reconnaître au Liban également, qui déstabilise d'une façon ou d'une autre peut-être la salle de classe, mais comment tirer donc à partir de ce contexte-là, de cette situation, des richesses et les amener en salle de classe, donc et également donc dire qu'il n'y a pas un apprenant type, ça c'est un mythe, il n'y a pas un apprenant type, mais au contraire, donc si on revient à ce que la CEA a dit, donc moi en salle de classe, la CEA par rapport à l'apprentissage, c'est comment je vais développer mon scénario, mon curriculum, mon syllabus, de telle façon à ce que je puisse apporter cette diversité, mais offrir un canevas. Donc un canevas, c'est voilà, une structure dans laquelle je peux mettre, si vous voulez, un canevas pour la création de buts, de méthodes d'évaluation et de matériel éducatif pour tous les individus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle unique, je vais vous montrer tout à l'heure à travers la classe inversée aussi ce que nous avons créé, qui s'applique à tous, mais une approche plus flexible. C'est comme la rampe, à la base qui était destinée à des personnes à mobilité réduite, qui va être utilisée par d'autres personnes qui ne sont pas sur une chaise roulante. Donc voilà, comment cette approche peut être plus flexible, sur mesure, ajustée selon les besoins de chacun. Donc si on compare la CEA avec une méthode traditionnelle, si on prend les objectifs, on va dire que dans une méthode traditionnelle, dans un livre, dans un programme, dans un curriculum imposé par l'école, par l'État, etc., les objectifs sont souvent rigides, hein, voilà, il y a des modalités qui sont précises pour les atteindre. Quand on arrive à la CEA, on va dire, il y a multiples voies, je vais vous montrer tout à l'heure, aussi comment atteindre ces objectifs. Le matériel, même format pour tous. Ici, on va dire non, chacun peut utiliser le matériel qu'il veut du moment où il me montre que la compétence est atteinte. Et je vais vous montrer également des exemples sur chacune. Les méthodes aussi, on va y aller par exemple ici, viser davantage des groupes homogènes, ce qui est un mythe, encore une fois, ça n'existe, mais autant que possible homogène. Donc, c'est l'apprenant qui doit s'adapter à la classe. Ici, c'est tout le contraire. Donc, c'est vraiment le matériel qui est à la disposition de l'individu pour l'accompagner dans ce groupe hétérogène. Et l'évaluation, elle est plus sommative ici avec une note, donc il y a une confusion quelquefois entre les objectifs, les moyens, mais en tout cas ici on va mettre tous les moyens possibles imaginables pour mesurer les objectifs et par conséquent apporter des évaluations qui sont davantage des évaluations humaines et humanistes, donc des évaluations d'accompagnement. Peut-être qu'il y a moins de notes au départ, plus formatives, diagnostiques, etc., pour les guider vers la réussite. Et donc, souvent, on va nous dire que la CEA, ça tire les élèves vers le bas. Eh bien, ce n'est pas vrai parce qu'au contraire, ça va augmenter l'autonomie des apprenants, ça va les responsabiliser,
ça va les mener, si vous voulez, vers une réussite plus globale. Ils vont pas, tout à l'heure, je pense que Faten aussi parlait de moquerie en salle de classe, etc., etc. Donc, je pense que la CEA est un élément également pour accepter l'autre dans sa différence. Et donc, aussi, ça augmente l'équité et la flexibilité vis-à-vis des apprenants. Certes, ça va diminuer, mais ce qui va diminuer, c'est les coûts, parce que souvent, quand on a des apprenants dyslexiques, des apprenants à difficultés, on va demander des psychologues d'accompagnement, voilà, ça pose des barrières, etc. Ça stigmate les apprenants, et il faut que nous, on aille chercher donc des accommodements individuels. Je vais vous raconter cette histoire très, très brève, en fait, mais quand j'étais directrice à Middlebury College aux États-Unis, je parle de Middlebury College parce que c'est un Middlebury College Ivy League, enfin c'est une école très très prestigieuse. Et soi-disant, quand on est dans une école prestigieuse, classée numéro 8 aux États-Unis parmi toutes les universités, on a les moyens pour accepter la différence. Et un jour, une enseignante vient me dire « Mais Cynthia, tu te rends compte, moi j'en ai marre, il y a une étudiante non-voyante et figure-toi que je dois retravailler tout mon cours pour elle, moi j'en ai assez, t'imagines, pour une personne, je dois changer tout mon cours, ça va me prendre un temps fou de travail, etc. etc. » Ok, si c'était dans un autre environnement, peut-être j'aurais compris, mais venant d'un milieu voilà, où on ne va pas aller accommoder les individus, mais on va aller à trouver ça une richesse. C'était quand même très choquant. Et je vous parle ça fait pas plusieurs années de ça. Donc, comme quoi, c'est accepter la différence, qui n'est quelquefois pas toujours une norme, malheureusement. Donc, si je vais vous donner quelques exemples qu'on peut emmener de différenciation en salle de classe. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce que je viens de dire? Ou des témoignages, en fait. Ça va, je vous ennuie pas trop? On tient le cap? Ok, bon. Alors, quelques exemples en salle de FLE. Un des exemples, par exemple, de différenciation, c'est le portfolio. Le portfolio est un outil. Mais par exemple, pour accompagner les apprenants et les évaluer, vous savez, aujourd'hui, avec le cadre européen commun de référence, on parle du portfolio, de sa place. Et c'est un outil superbe de différenciation parce que, justement, il suscite des pratiques évaluatives différentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'évaluation, on peut parler de plusieurs types d'évaluation sommative avec une note, mais également une évaluation ipsative. Cette évaluation ipsative, ça veut dire je veux te juger par rapport à toi-même et non pas par rapport à la classe. La moyenne de la classe, ça ne va pas dans l'esprit de l'évaluation ipsative. L'évaluation ipsative, je veux venir dire, Faten, tu as fait un excellent travail aujourd'hui par rapport à hier. Hier, tu étais là et aujourd'hui, tu es là. Et donc, c'est cette pédagogie d'accompagnement dans la vie de tous les jours qui te met pas en comparaison par rapport aux autres, mais qui te pousse à te défier au quotidien, à t'améliorer au quotidien. Donc, c'est un peu dans cet esprit qu'on peut, par exemple, noter des portfolios en fonction de l'effort de chaque apprenant au quotidien et non pas par rapport à une moyenne de classe qui, quelquefois, peut stigmatiser des apprenants. Donc, voici un des éléments. Chacun va à son propre rythme, hein, sans être stigmatisé par les autres. Chacun personnalise son apprentissage dans le portfolio comme bon lui semble. Et je vous prie, s'il vous plaît, de couper les micros parce que ça va déranger un peu les autres. Merci de couper les micros. Alors, encore une fois, c'est un outil par excellence de différenciation parce que ce qu'on va demander aux apprenants, c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Comment tu le mets par tes propres mots, hein? Et ça va apprendre les apprenants à être des praticiens réflexifs qui vont certainement réfléchir qu'est-ce qu'ils ont appris, mais aussi comment ils ont appris, qu'est-ce qui reste flou, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les pousser dans cette démarche réflexive. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci.
Après, il y a un autre exemple en salle de FLE, je vais amener l'écriture, par exemple. Donc, en écriture en FLE, on peut différencier les contenus ou le sujet de la tâche pour que les apprenants développent la même compétence. Par exemple, on peut demander aux apprenants de produire un texte pour différents destinataires. Par exemple, pour les uns, ça peut être plus long en fonction de encore une fois, de leurs efforts. Et d'autres, ça peut être un peu moins étoffé, par exemple. Encore une fois, je reste dans cette évaluation ipsative. Toi, tu es là et comment tu peux arriver là aujourd'hui? Je te veux ici et voilà comment je veux te pousser à grandir d'un cran. Et donc, je peux, oui, différencier le contenu, je peux différencier le sujet et je peux justement leur demander des moyens médiatiques différents en fonction de leurs efforts. Donc ça, c'était l'exemple de l'écriture. Par rapport à la lecture, par exemple, on peut donner un nombre de critères d'évaluation et qu'on peut appliquer également par apprenant. Encore une fois, ce n'est pas discriminatoire, au contraire, ça pousse l'apprenant vers la motivation et vers une différenciation qui peut être au service de tous, finalement. Autre exemple, donc après la lecture, l'écriture et le portfolio, c'est le projet, la pédagogie de projet. Et tout à l'heure, vous l'avez mentionné d'ailleurs. Donc, c'est donner différentes façons de présentation du projet pour arriver à la même compétence. Par exemple, j'en sais rien, moi, on travaille sur la liberté d'expression. OK? Par exemple, la liberté d'expression. Quelques-uns vont, par exemple, faire une projection PowerPoint. D'autres vont faire une capsule vidéo pour expliquer ce qu'ils ont compris. D'autres qui vont faire une affiche, etc., etc. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de leur dire « faites tous une capsule vidéo ». Et quelquefois, en faisant la capsule vidéo, on va aller évaluer la compétence technique et informatique et oublier d'une façon ou d'une autre la compétence demandée à la base de compréhension de ce que c'est que l'expression, voilà, la liberté d'expression. Donc, voyez un peu, chacun peut faire ce qu'il souhaite, le produit est libre, mais la compétence est la même et chacun peut l'atteindre de façon différente. Donc, celui qui a des difficultés informatiques, il peut carrément choisir de faire un exposé oral, de dessiner ce que pour lui est la liberté d'expression et de l'exposer en salle de classe. Donc, vous voyez, on n'est pas en train d'imposer une seule façon de faire, mais on différencie à la fois la production et le processus. Même à la fois, aujourd'hui, on est en train de penser même à la question du délai, donc de donner des délais différents en fonction des apprenants à remettre le produit. Donc, grosso modo, il y a plusieurs façons d'agir. Donc, tout à l'heure, on parlait de varier les supports. Et bien, justement, varier les méthodologies, mais également varier le support. Quelques-uns peuvent faire des capsules vidéo, des films, une présentation orale, un PowerPoint, un art visuel. Pourquoi pas un podcast? Il enregistre sa voix. Il y a des personnes qui ne veulent pas être en vidéo. Ils ne veulent pas que les autres apprenants les voient en vidéo. Donc, ils peuvent enregistrer carrément leur voix. D'autres qui peuvent faire une bande dessinée, etc., etc. Mais également, ils peuvent faire une carte mentale. Ça, c'est une carte mentale que j'ai prise de mes apprenants. Le thème était le voyage. Eh bien, voilà, les uns sont partis sur comment on organise son voyage, d'autres sur les types de voyage, d'autres qui parlaient des moyens de transport dans le voyage, etc., etc. Et d'autres qui faisaient autre chose qu'une carte mentale parce que la carte mentale, ça leur semblait un peu plus complexe. Et donc, moi, je ne vais pas les juger sur la carte mentale, sur si elle est belle, enfin, celle-là, elle est belle, je l'ai prise, mais je vais les juger sur le contenu, sur la compréhension et non pas sur la forme. Donc, à moins que ça soit un de mes critères, qui soit affiché. Autre chose qu'ils peuvent faire, carrément un mandala. Par exemple, le mandala, si vous savez, c'est quand on part de la règle pour aller vers les exemples. Donc, la règle est au centre et au fur et à mesure, on va illustrer par des exemples. Donc, quelques-uns me font des mandalas comme ça et tant mieux s'ils ont compris, par exemple, à travers ce mandala, qu'est-ce que c'est que le pluriel des noms. Ou bien ils veulent aussi carrément varier les techniques et les stratégies pédagogiques. On a parlé de classe inversée tout à l'heure. On peut les amener vers des projets de jeux de rôle, de simulation, etc., etc.
Également, questions-réponses. Vous connaissez tous cette fameuse pédagogie de discours socratique. On ne va pas donner la réponse, mais on va continuer à poser des questions jusqu'à ce qu'on obtienne les réponses. Aussi, à partir des techniques et des stratégies qu'on amène en salle de classe pour favoriser la CEA, c'est donc l'apprentissage déductif. Donc, on va donner des exemples, on va partir des exemples pour arriver au concept ou à la théorie. Donc, c'est pour cela qu'on parle de cadre conceptuel de la CEA. Donc, un cadre conceptuel qui nous amène, encore une fois, je vous ai parlé l'année dernière des 3 C, de la conception, des 3 C, en fait, de cette approche holistique, le cœur, le corps et le cerveau. Et donc, là-dessus, le quoi, il va nous amener, si vous voulez, à amener des éléments différenciants. Par exemple, présenter le contenu de différentes manières. Donc, Sophie, tu l'as dit tout à l'heure, la variabilité du contenu. Je vais vous donner des exemples aussi. Il va les aider à acquérir l'information, mais également, ça va les aider, par exemple, à personnaliser la présentation. Comment? Voici comment. On a vu tout à l'heure, quand je vous ai montré la vidéo, des mots-clés qui s'affichent, mais également un sous-titrage de la capsule vidéo. Et vous savez, quand vous allez mettre une capsule vidéo, vous avez quelquefois ici CC, c'est la caption, la captation. Quelquefois, ça fait des erreurs, mais on a la possibilité d'aller sur le texte et de corriger le texte. Donc, si ce n'est pas une vidéo que vous-même vous produisez. Donc, moi, de plus en plus, dans mes capsules vidéo, je fais un sous-titrage. Et quand je parle, je vais aller chercher les mots-clés qui s'affichent à l'écran. Et c'est une façon d'offrir un moyen différent de représentation. Donc, c'est un des éléments de la CEA, d'apporter des moyens de représentation différents. Également, du côté de l'enseignant, on peut, par exemple, personnaliser la présentation. Je vais vous donner un exemple à travers le contenu. Par exemple, ici, on a la disposition du contenu visuel et ici, on va voyez la couleur, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, on est en gris, alors que là, on va travailler l'essentiel, on va le mettre en valeur avec un bold, un gras en noir. Donc, c'est ce qu'on appelle également la disposition du contenu visuel sur une capsule, sur son PowerPoint, sur ses documents. Et comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui avec vous. Mais également, on peut, à travers des outils aujourd'hui, pour les dyslexiques, mais pas que, attention, encore une fois, on dit c'est pour les dyslexiques, mais ça sert tout le monde. Il y a des outils de plus en plus qui sont amenés en salle de classe, comme par exemple ces outils que je vais vous montrer, mais très rapidement parce que je n'ai pas le temps. Après, vous pouvez aller chercher ça en ligne sur Edodis, qui va vous montrer des grilles des adaptations. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Parmi ce qu'on peut faire, c'est comment est-ce que moi, étudiant, aujourd'hui, je peux personnaliser mon texte. Mais l'enseignant, assurément, a demandé à son établissement ce logiciel. Quelquefois, c'est libre d'accès, mais quelquefois, c'est payant. Donc, à voir qu'est-ce qu'on veut chercher de ces logiciels. Du côté de l'apprenant, par exemple, il peut adapter son texte et définir la grille. Voici un exemple. La police d'écriture. Il peut dire, quelles sont les difficultés avec lesquelles j'ai des problèmes. Je les mets en gras, je les mets en italique, je mets en couleur, quelle est la taille que je vais chercher. Et justement, c'est essentiel pour ceux qui ont des déficiences visuelles, qui portent des lunettes, mais qui ont des degrés également de myopie, d'astigmatie, etc., qui sont avancés. Et ça, c'est important quand on travaille la lecture, en fait, en de classe. Voilà, quand on parle d'adaptation, ça peut être la police d'écriture, mais ça peut être aussi aérer les textes. Vous savez, les dyslexiques, il y a des enfants, par exemple, qui ne comprennent pas la ponctuation. Et donc, par exemple, aérer le texte est une façon d'amener, si vous voulez, de mettre en évidence, d'espacer les mots, les lettres, les interlignes. Regardez l'exemple suivant. On mange, virgule, les enfants, point d'exclamation, n'est pas la même chose qu'on mange les enfants. Et donc, par rapport à l'intonation, voilà, ça peut être également un exemple de version générique. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Vous voyez, donc, on sait qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas. Et moi, mon fils, c'est comme ça. Il va lire, il a 7 ans, il apprend la lecture, il va lire chaque mot seul,
Et quand il arrive à la ponctuation, il enchaîne. Mais je dis, mais non, Yves, il faut que tu arrêtes au point. Et bien, voyez, avec des dispositifs comme ça, quand il voit, ah, c'est rouge, ah, j'ai un point d'exclamation, il faut que je m'arrête. Donc, c'est la fin de la phrase, il faut que je m'arrête. Donc, c'est également une autre façon de lire. Mais également, voyez le découpage syllabique, la distinction entre les voyelles, les consonnes, etc. Donc, s'il y a des enfants qui vont mélanger le B, le V, etc., vous savez que ça, le B au Liban, on a ça, hein, donc le B, quelquefois, bon, ben, bref. Voilà, c'est des exemples également de distinction entre les voyelles et les consonnes. Donc, il va dire, moi, j'ai des difficultés avec les consonnes, les A, les O, et ben, il va me les mettre en couleur pour que, également, ça puisse être comment dirais-je, un confort dans la lecture, mais beaucoup plus une orientation vers la réussite, encore une fois. Voilà, donc on peut également mettre en valeur des lettres de confusion, voilà, comme je viens de dire, les U, les N, hein, quelquefois on ne voit pas trop la différence pour les apprenants. Donc voilà, c'est des outils le plus souvent gratuits mis en ligne, mais également quelquefois payants. Au départ, ça commence gratuit, quelquefois on nous demande de payer, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus négliger ces outils-là pour la différenciation. Donc ici, vous avez également d'autres sons à ressortir, d'autres couleurs, mais également aujourd'hui, toujours dans cette partie, on a, voyez ici je parle de langue de signes, mais on a des alternatives aux informations auditives. Ce que j'entends, c'est qu'on a des logiciels de reconnaissance vocale. Donc, moi je parle, vous savez, sur votre téléphone, vous avez ça. Et donc, vous parlez et ça convertit la voix en texte. Et quelquefois en API ou en intelligence artificielle à travers votre voix. Donc ça, c'est aussi gratuit. Hein, vous avez quelques logiciels que j'ai mis également à votre disposition. Vous avez la langue des signes également, quelquefois. Hein, donc si vous avez des enfants en difficulté auditive, etc., ça pourrait être également un outil hein, qui pourrait toucher l'inclusion et par conséquent la CUA, etc. Mais vous avez également avec Google, je vous invite à le tester, c'est vraiment super, des moyens de représentation de l'image. Donc, vous avez une information visuelle, une image, et donc, vous avez également à travers ces logiciels, ils vont vous dire, donc moi, là, je l'ai testé en anglais, mais ils vont vous décrire cette image, ils vont, comment dirais-je, à travers les apprenants, donc, la technologie va différencier quelques-uns qui ne vont pas comprendre l'image, etc. Donc, c'est une forme également d'amener des alternatives voilà, aux images. Aussi, autant que possible, quand on parle de la CEA, c'est les 5 sens. Comment est-ce que dans ma classe, comme il y a des styles d'apprentissage différents, donc amener sur les 5 sens, amener les 5 sens dans ma salle de classe, assurément pas tout le temps sur toutes les leçons, mais quelquefois varier, encore une fois, on revient à la variabilité et à la variation, donc essayer de toucher éventuellement les 5 sens. Donc, tout ça, ça passe certainement par une organisation de votre classe. Je ne vais pas y arriver le jour même et je vais dire, tiens, moi, je vais aujourd'hui faire de la CEA. Ça se prépare en amont, hein, donc je planifie et voilà, mes idées, comment je vais les faire de telle façon à ce que je touche lui, elle et lui qui n'ont pas la même façon d'apprendre en salle de classe. Donc, encore une fois, dans le comment, on va aller au kinesthésique, à ceux qui veulent faire par leurs propres mains, avec le corps, qu'on va leur demander à un certain moment de se lever, de bouger, etc. Parce que finalement, quand je parle de kinesthésique, ça passe beaucoup par la main. Et les mains sont les instruments donc, du cerveau. Et je cite Montessori en disant « Faire l'expérience du monde par les mains, c'est entrer par la grande porte de notre cerveau. » Donc la main et le cerveau, la main, ce n'est que l'outil du cerveau pour ancrer, pour consolider ce qu'on appelle l'ancrage mnésique, duquel j'ai parlé l'année dernière, donc pour encore ancrer l'apprentissage. Alors, d'autres façons aussi, c'est d'afficher à chaque fois où est-ce que nous en sommes. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est le plan que je vais utiliser aujourd'hui, que je vais mettre sur mon tableau quelque part, et à chaque fois, pour les ramener, je vais barrer ce qui a été fait et ce qui reste à être fait. C'est une autre façon aussi d'action qu'on peut amener en classe, hein, pour orienter les objectifs
les afficher l'échéancier quelquefois, à quel moment, il faut rendre ça d'une façon évidente, également est un élément de la CUA. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la classe inversée, et voilà par exemple un exemple de différenciation qu'on emmène en classe inversée. Là, on parlait de la phrase, par exemple. Le contenu, si vous scannez les QR codes, vous avez le contenu, les élèves, les apprenants ont le contenu. Là, c'est en classe de 6e. Et regardez ici ce qui est différenciant. On va leur dire, ce qui est en rouge est obligatoire pour tout le monde. Mais ce qui va être en vert, je vais aller enfin là, je n'ai pas illustré ça, je vais l'illustrer après, c'est au choix. Et ça, c'est un bonus. Ceux qui ont des faiblesses, ils peuvent y aller, OK, vers ça, et je peux leur donner un bonus. Et ceux qui sont bien, ils n'ont pas besoin. Donc, si là, vous vous arrêtez, vous trouvez que vous avez fait tous les exercices ou toutes les pratiques, ou voilà, la compétence est là, ben, vous n'avez pas besoin d'aller vers le reste. Il en est de même ici, par exemple, vous voyez, on va voir le rouge. Là, c'est en classe de 4e. On travaille Hugo, des mains de l'aube. Hein, on affiche quelles sont les compétences, on affiche le trajet. Et là, on va y aller, vous voyez, de ce qui est en rouge vers ce qui est en vert, par exemple, qui est au choix. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont construire une carte. Quelques-uns vont aller vers le mandala que je vous ai montré tout à l'heure. D'autres qui vont travailler sur une carte conceptuelle. D'autres, là, j'ai coupé, mais qui veulent faire une présentation orale. D'autres qui vont faire une maquette, qui vont présenter en salle de classe. Et là, je pense que j'ai pas mis. Pardon, et il y en a où j'ai mis le bonus. Enfin, ça, c'est un truc en plus, mais malheureusement, j'ai oublié de copier-coller. Mais vous les avez dans la classe inversée si vous avez le livre. Alors, autre chose, c'est comment différencier, parce que c'est vrai, il faut du temps pour différencier. Quelquefois, on a des classes qui sont de 30, 40 personnes. Donc, voilà, si un certain nombre d'activités peuvent être menées par l'ensemble du groupe, mais il y a des domaines dans lesquels ça se fait par niveau, ça se fait d'une façon individuelle. Et donc, certes, il y a des phases alors à ce moment-là. Donc, il y a des phases d'autonomie où on va mobiliser des compétences différentes. Donc, et par conséquent, quand je dis des compétences différentes, donc on va mettre une quantité de travail différente et ils ne font pas tous la même chose. Donc, ils ne sont pas sur la réalisation des mêmes tâches. Et par exemple, en résolution de problèmes, on va décomposer la consigne. On va dire, voilà, donc toi tu fais ceci, toi tu fais cela. On va proposer des outils qui sont disponibles en classe, des fiches méthodologiques, etc., qui ont été travaillées en amont pour approfondir le travail. Là, je ne vais pas passer ça, mais juste pour vous dire que également on travaille sur un MOOC qui va être gratuit, ouvert à tout le monde, avec Fribourg, avec la Suisse bientôt, où on parle également si on parle de différencier tout ça, mais l'évaluation, comment est-ce qu'elle se différencie aujourd'hui pour chacun? J'ai parlé tout à l'heure de l'évaluation ipsative, mais il n'y a pas que, hein, donc il y a plusieurs méthodes. Mais je vous ferai signe si vous êtes intéressé par le MOOC une fois qu'il est fait. Je vais passer ça parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le début du Ramadan pour les uns ou pour les autres. Je suis très respectueuse donc de la culture et j'aimerais également que vous puissiez profiter de ce moment extraordinaire. Donc, je vais passer ça, mais voilà. Donc, je vais passer également l'évaluation. Je vais finir en disant que la différenciation en évaluation, c'est, regardez, vous connaissez probablement cette image que vous avez vue. La consigne est la suivante. On a ici, bon, bien sûr, il ne faut pas comparer avec nos apprenants, mais voilà, il faut le prendre en deuxième degré, qui ne sont pas des animaux. Mais imaginez qu'on a des étudiants, des apprenants différents. Et là, voilà ce qu'on leur dit. Vous allez tous grimper sur l'arbre. Et est-ce que nous, on les met dans une situation de réussite ou dans une situation d'échec d'emblée? Et je finis en disant que avec Einstein, qui dit tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Aujourd'hui, nos apprenants sont tous des génies. C'est à nous peut-être de voir comment sortir ce génie à travers les intelligences multiples, à travers la CUA, à travers la classe inversée. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de ce triptyque, mais il y a plein d'autres façons de le faire et de ne pas les laisser s'égarer sur le chemin parce que
chacun est singulier et donc chacun est unique. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc, suis-je un professeur, un enseignant qui amène la différenciation dans ma salle de classe? Je n'ai pas besoin que vous me dites oui ou non, mais voilà, sur ce, je vais arrêter le partage et je vais vers vous si jamais il y a des commentaires, des questions, etc. Merci, merci à chacun et à chacune de votre attention. Merci, merci beaucoup, chère Cynthia. Merci, c'était vraiment passionnant, je dois dire. À chaque fois, vous nous apportez quelque chose de nouveau. Il y a, certes, ce que vous dites, enfin, dans ce que vous dites, il y a des choses que nous avons déjà entendues, n'est-ce pas, que vous avez dit. Mais à chaque fois, vous avez quelque chose de nouveau. Encore merci. S'il y a des questions, bon, il nous reste encore, je ne sais pas moi, une demi-heure, peut-être, même pas si, Ah non, si le parce que, jeûne va être rompu dans 10 minutes. voilà. Mais, Est-ce que oui. peut-être un moyen, avant que, parce que je vois qu'il y a beaucoup qui partent, qu'on prenne Oui. une capture d'écran, si vous pouvez mettre quelques secondes vos voilà, caméras, comme ça on fait des captures d'écran et c'est plus joli que d'avoir voilà, des C'est vrai, noms. oui. Non. Et après, je suis entièrement à vous si vous souhaitez poser des questions ou aller vers rompre le jeûne. Voilà. Donc, on attend quelques secondes si tout le monde souhaite mettre sa caméra. Lama, salam. Ah ben voilà, il y en a, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Salut. Carole, Est-ce qu'on attend ou on peut Carole, Lama. Mahela, oui. Oui, Lama, peut-être, elle n'a pas. Elle n'a pas, peut-être, oui. Elle n'a peut-être pas le moyen. Allez-y, je pense. Allez-y. Bon, allez, j'y vais. 1, 2 et 3. Et bien, une dernière. Voilà. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon ramadan pour ceux qui font le ramadan. Et sinon, voilà, une belle différenciation également à amener dans votre salle de classe à travers quelques outils, hein, des choses que vous faites déjà et peut-être quelques outils qui sont nouveaux pour vous. Voilà, Madame, merci beaucoup. Le dernier mot. Peut-être je n'ai rien à ajouter. C'était passionnant. On a appris beaucoup de choses. CUA. Oui. Je ne connaissais pas personnellement. Je ne savais pas qu'il y a CUA. Et on a appris beaucoup de choses. Comme la conférence sur la neuropédagogie, c'était très riche. Vous nous enrichissez toujours, Madame la Présidente de la FIPF. Merci beaucoup. Je voudrais seulement rappeler 2 événements importants qui vont avoir lieu en mai. Parce qu'avril, pour nous, c'est un mois férié. Il y a Ramadan, il y a Pâques, donc on ne travaille pas en avril. C'est la dernière activité en mars, une bonne et belle clôture avec Madame Cynthia Aïdfa, que nous remercions du fond de notre cœur de répondre chaque fois à notre appel. Merci beaucoup, chère Cynthia. Les 2 événements vont avoir lieu en mai. Un premier grand événement, c'est Slamé Rapé, la quête du bonheur, avec l'Institut français qui nous a confié l'organisation. C'est organisé avec l'Institut, co-organisé avec l'Institut français et qui va avoir lieu en présentiel à l'école Amliye, le théâtre de l'école Amliye. On va vous donner bien sûr les coordonnées, l'adresse plus tard. Donc, c'est le 11 mai et nous avons une rencontre littéraire avec M. Abdallah Baïda, un écrivain marocain francophone, le 26 mai. Donc, 2 grands événements en mai et le dernier événement pour cette année, un grand événement sur le théâtre. Donc, c'est le 1er juin et je vous dis dès maintenant, on prolonge un peu la date de la réception des vidéos et c'est M. Habib qui va le faire. Donc, on prolonge un peu vu que cette activité est très difficile à mener.
Donc, on va leur donner un temps supplémentaire pour le concours jouant au théâtre en les représentations rituelles. Merci beaucoup de votre présence et bonne iftar à ceux qui font le jeûne, celles qui font le jeûne. Donc, merci beaucoup, Merci, Madame Karine. merci, on vous remercie. Votre Merci. présence aussi parmi nous. Merci, Cynthia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia, pour ces idées originales que vous Merci. nous apportez et que vous nous poussez tout le temps, après chaque conférence, de réfléchir encore plus sur nous-mêmes et de voir comment on peut avancer mieux, Oui, bien sûr. de mieux en mieux. Merci, madame, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. À Merci, bientôt. Au revoir. Cynthia. Au revoir. À Au revoir, bientôt. Madame Sophie. Merci. Salut, Madame Sophie. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah non, quel plaisir. Oui, Au revoir. Magnifique. moi aussi, Au moi revoir aussi, un à grand tout le plaisir. monde. Au revoir, madame Sophie, madame Elham, Merci Dr. beaucoup. Faden, merci. Au revoir Merci. à tout le monde. Au revoir, Merci, Habib madame. Elham, Sophie et Joséphine. Joséphine, notre Et bien reine. sûr, toujours là. Toujours là, Elle est Joséphine. toujours là. Chapeau. C'est magnifique bravo. les idées qu'elle a